Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Radio Liberté et à l'heure de votre émission L'invité de la semaine. Conseiller pédagogique à la retraite, il est depuis le 26 avril dernier le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption. Il était jusque-là le secrétaire exécutif adjoint du RENLAC. Sarado Nakanabo est l'invité de ce numéro de votre émission L'invité de la semaine. Sarado Nakanabo, bonjour à vous. Bonjour cher Roulon. L'invité de la semaine est mise en onde par Mariette Kokwara devant ce micro, Atiana Serge Roulon. Alors, on va faire juste une ouverture sur votre carrière professionnelle. Vous êtes retraité depuis quelques années? Oui, tout à fait, depuis décembre 2017. Décembre 2017. Voilà. Vous avez pris un congé mérité? Je pense, parce que j'ai quand même commencé à travailler en octobre 80. Donc, j'ai travaillé un peu plus de 37 ans, dont 17 ans d'enseignement, une année de formation, et puis ensuite... le reste comme conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire. Alors, déjà, grosso modo, sur votre carrière, en décembre 2017, quand vous étiez en train de préparer vos cartons pour quitter l'administration, qu'est-ce que vous retenez de cette carrière dans l'enseignement? Bon, moi, j'ai été heureux de faire ce travail. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées, j'ai trouvé que enseigner, c'est un bon métier. Ça m'a beaucoup plu. Même rien qu'hier soir, j'ai vu un ancien élève que je n'ai pas d'ailleurs reconnu qui s'est présenté, qui dit qu'il pense bien que c'est moi, M. Nakanabo. Donc j'ai dit oui, c'est vrai. Bon. En tout cas, c'est un métier qui peut être qualifié de noble et en plus qui est utile. Mais malheureusement, des fois aussi, on peut avoir beaucoup de déceptions. Quand on voit comment l'enseignant est vu aujourd'hui, on peut quand même avoir un pincement au cœur. Parce que le métier s'est beaucoup dégradé. C'est ce que je peux dire. Mais sinon, en tout cas, moi, j'ai été heureux. J'ai officié à Ouaga, Kaya, Bobo, Dori. Et donc, j'ai connu un peu tous les milieux. Hein. Et j'ai fait aussi des prestations dans les cours du soir avec l'École démocratique et populaire. L'EDP. Que nous avons créé. Et qui continue toujours. Et qui continue de bien fonctionner, qui s'est agrandi. J'en tire une sorte de joie d'avoir fait ce métier-là et d'avoir pu l'accomplir, j'allais dire, jusqu'à son terme, jusqu'à ce que moi, en tout cas, je le quitte. Alors, des souvenirs, vous avez dit que vous avez commencé dans les années 80. Oui. Revenons dans les années 80, M. Nakanabo venait juste de commencer sa carrière d'enseignant. Quels souvenirs vous avez de vos premiers pas dans les années 80 dans l'enseignement? Vous avez commencé, comment ça s'est passé? J'ai commencé à Kaya, j'ai fait mon stage à Kaya. Et quand je vois... Dans quel établissement particulier? Au CEG de Kaya, qui est devenu aujourd'hui le lycée provincial, j'ai commencé là-bas. Et quand je me souviens de comment on a fait les 100 routes de terre battues la première fois que j'arrivais dans cette ville, j'ai encore des émotions quand je traverse Kaya et je revois certains endroits où on a passé des moments, en tout cas, ensemble avec les élèves, qui, en tout cas, je pense, avait une certaine considération et des égards pour les enseignants que je ne suis pas sûr qu'il y en a aujourd'hui. Et ça je me souviens très bien. Je me souviens aussi, lorsque j'ai été affecté comme jeune professeur à Bobo, en 82, 83, comment, en tout cas, les élèves accueillaient les enseignements. Pratiquement, j'ai toujours été très heureux en milieu scolaire avec les élèves. Alors, vous avez évoqué justement cet aspect, la considération, le respect des élèves vis-à-vis de leurs enseignants. Vous estimez qu'aujourd'hui, ça s'est dégradé. Comment on peut expliquer un peu cette dégradation du respect, de la considération que l'élève devait à son maître ou à son enseignant, tout simplement? Bon, je pense que la dégradation est de tous les côtés, hein. Parce que quand on regarde aujourd'hui, certains élèves, ils ne veulent pas être dans les écoles, ils n'ont pas un intérêt dans les écoles. Donc tout ce qui est à l'école, pour eux, c'est un défi qu'ils se mettent de détruire. Et aussi à certains enseignants, quoi qu'on dise, qui ne sont pas comme ils devraient être, soit parce qu'ils sont là à défaut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu autre chose. Ils ont cherché, là, ils n'ont pas trouvé, voilà, ils cherchaient juste un gagne-pain. Donc ils sont là à contre-cœur, de telle sorte qu'ils n'ont pas le cœur à la tâche.
Donc, ils ne peuvent pas aimer ce métier-là qui, somme toute, est quand même exigeant. Et certains aussi sont venus et se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils croyaient, ça ne va pas leur procurer, et j'allais dire, les sous comme certains disent. Donc, ils sont un peu déçus. Donc, ils peuvent avoir des regrets et avoir des comportements, en tout cas, qui ne sont pas, qui ne peuvent pas mériter d'avoir de recevoir de la considération. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Et même le métier, quand vous regardez aujourd'hui les enseignants, bon, on ne peut pas dire que c'est vraiment les plus nantis dans la société. Hein, parce que quand nous, quand même, on enseignait, c'est vrai que moi, j'ai commencé avec 79 500, ce n'était pas un salaire très élevé. C'était avant la dévaluation aussi. Oui, c'était avant la dévaluation. Mais je ne peux pas dire que j'étais à l'abri du besoin, mais vraiment, j'étais un privilégié. Mon salaire, je ne peux pas dire qu'il me suffisait au sens propre, mais quand même, parmi les voltaïques de ce moment-là, j'étais considéré comme un privilégié. Je pouvais manger ce que je voulais et à la fin du mois, j'avais encore de l'argent. La preuve, c'est que nous, on faisait les cours du soir sans contrepartie. On ne prenait pas 10 francs pour le faire. Ça veut dire quand même qu'on était relativement à l'aise. Et donc, on pouvait même... Moi, je n'ai pas fait de cours dans le privé parce que je trouvais... Vous n'avez pas fait la vacation? Je trouvais que ce n'était pas nécessaire. Il faut laisser ça à d'autres personnes qui, certainement, en ont plus besoin. Et bon, donc, je venais en aide à ma famille, qui est une famille de paysans pauvres. Donc, je pense que le métier aussi, c'est vraiment dégradé en termes de conditions matérielles de travail et même d'avoir, c'est-à-dire ce que l'enseignant reçoit aujourd'hui, quand on tient compte du niveau de la vie, c'est vraiment dérisoire. Et je pense que tout ça joue sur le fait que ce métier-là n'apporte plus assez de bonheur à ceux qui y sont. Aussi bien les élèves, les enseignants, tous ceux qui évoluent dans le milieu scolaire aujourd'hui, je ne sens pas le bonheur que nous avions en son temps. Alors, aujourd'hui, quel est le regard de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, justement, qui est un mouvement d'arrêt de travail depuis quelque temps pour justement demander l'adoption d'un statut valorisant du personnel de l'éducation? Quel est votre regard sur ce mouvement de la coordination des syndicats de l'éducation? Bon, moi, je trouve que c'est un mouvement d'abord qui est légitime parce que le gouvernement n'a pas joué franc jeu dans toute cette affaire. Parce qu'il y a certains qui semblent ne pas comprendre que le métier a été dévalorisé. Et souvent, ils sont dans les milieux scolaires. Et c'est ça qui est le plus décevant. Or, le métier a été dévalorisé. Si vous voyez comment nous étions, et ceux qui ont été avant nous, regardez par exemple la zone du bois. La zone du bois, qu'on considère comme étant un haut lieu des éléments de la bourgeoisie, c'était ce qu'on avait attribué aux professeurs. C'est les logements des professeurs, les premiers professeurs, qui n'avaient pas encore une indemnité de logement. On leur attribuait des parcelles viabilisées dans cette zone-là. Si vous voyez quelqu'un qui habite là-bas, il faut savoir qu'il a été engagé comme professeur des lycées et collèges. Ce n'est pas d'université, des lycées et collèges. Aujourd'hui, les enseignants se battent, j'allais dire, comme des chiffonniers pour avoir une maigre indemnité de logement, alors que ce n'est pas l'indemnité de logement qu'il faut à un enseignant, il lui faut un logement décent. Parce que son logement, c'est son bureau, son logement, c'est vraiment son lieu, le lieu où il prépare tous les cours, le lieu où il corrige, le lieu où il conçoit. Vraiment, c'est la classe, c'est vraiment le lieu où il constate les effets de son travail. Mais les gens ne semblent pas vraiment prendre tout cela en considération. On considère l'enseignant comme étant un fonctionnaire comme les autres. Les statuts particuliers dont les enseignants jouissaient, tout ça a été saccagé depuis le temps du CNR. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en son temps... Le Conseil national de la Révolution, oui, à partir de 1983. Oui, il y avait une discrimination positive vis-à-vis des enseignants. On encourageait l'enseignement. Si vous venez à l'enseignement, vous avez des avantages de classification professionnelle dès le départ. Et ce n'était pas pour les derniers venus. C'était vraiment pour ceux qui voulaient s'adonner au développement de leur pays.
Donc moi je pense que, quand je regarde aujourd'hui, je trouve que c'est légitime que le corps se batte pour les valoriser, et les gens savent bien qu'on peut les valoriser. Ceux qui ne le savent pas, et ils n'ont qu'à regarder seulement dans les archives, ils vont voir comment les enseignants étaient traités par rapport aux autres travailleurs. Il y avait... On leur donnait des faveurs. Pour certains, les contextes ont changé et la situation est devenue encore plus difficile. Tout à fait. Il y a beaucoup de priorités au Burkina. Raison de plus pour qu'on comprenne que si on veut que notre pays avance, si on est convaincu que l'éducation est l'un des plus grands facteurs de développement d'un pays, on devrait encore... Il y a des gens qui ne sont pas des progressistes. Houphouët-Boigny avait donné des avantages faramineux à ses enseignants, ce qui a donné un coup de pouce à l'enseignement en Côte d'Ivoire. Et lorsque certains se plaignaient des avantages que les enseignants avaient, il a répondu, écoutez, ceux qui pensent que c'est des avantages, mais qu'ils viennent enseigner, tout simplement. Parce que si vous allez enseigner, vous allez voir les contraintes de ce métier-là et vous allez comprendre que ce n'est pas des avantages qui sont non mérités. Je ne dis pas que c'est le seul corps de métier qui mérite des privilèges. Hein. Il y en a d'autres, comme la santé. Mais bon, si on dit que tout fonctionnaire est égal à tout autre, et que sur cette base, à partir de diplômes égaux, on classe tout le monde sur la même enseigne, on veut traiter tout le monde de la même manière, alors que l'enseignant, dès lors qu'il sort de sa classe pour aller à la maison, je crois que c'est en soi même que son boulot commence. Je pense qu'on ne pourra pas avoir des enseignants qui sont à la hauteur, et je pense que notre pays ne pourra pas se développer. Donc, cette lutte est légitime. Il faut qu'il la mène, et je pense que on peut critiquer la façon dont il l'amène. C'est comme toute lutte, c'est comme ça. Hein. Ils innovent par certaines méthodes que nous on n'a pas eu à utiliser, mais moi je les condamne pas. Au contraire, moi je les encourage à poursuivre sur cette voie, parce que ceux d'en face ne semblent pas comprendre qu'on ne peut pas continuer à traiter le milieu éducatif comme il est traité aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, Sarado Nakanabo est l'invité de ce numéro de l'invité de la semaine. Il est le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption. Il est conseiller pédagogique à la retraite. Alors justement, vous avez évoqué ceux qui critiquent ce mouvement parce que ça fait le deuxième mouvement d'humain en une année scolaire. On a eu le même mouvement en début au premier trimestre de cette rentrée scolaire, deuxième mouvement. Pour d'aucuns, en fait, c'est une prise en otage du système éducatif par les enseignants. Parce que le gouvernement a lâché du lest en concédant certains aspects, certaines indemnités et même certains réclassements, justement, et même la bonification exceptionnelle. Moi, je ne sais même pas pourquoi on appelle ce mouvement-là un mouvement d'humeur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on met derrière. Comment vous qualifiez ce mouvement? Non, ils sont en train de lutter pour améliorer la situation de l'école. Moi, je ne suis même pas d'accord avec ceux qui pensent qu'ils sont en train de lutter pour améliorer leurs revenus seulement. C'est l'ensemble de la situation de l'école qu'ils sont en train de se battre. Au moins pour que ça s'améliore, pour qu'on escompte un développement. Alors, pour certains, cette lutte-là alors, est une prise d'otage du système éducatif. Parce qu'on ne comprend pas qu'on décide du jour au lendemain de ne plus évaluer, de ne plus faire des corrections, de ne plus administrer des devoirs et de suspendre les correspondances et toute note à l'endroit de l'administration. Je pense que toute lutte a des désagréments, hein. Mais moi je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui est conscient de la nécessité de sauvegarder le système éducatif autant que ceux qui mènent cette lutte-là. Le gouvernement encore moins. Ça, ils sont très mal placés pour critiquer l'action, parce que c'est à force de se déjuger, à force de dénier leur propre engagement, qu'ils contraignent ces éducateurs-là, qui à mon niveau, je pense qu'ils ont un minimum d'intelligence pour savoir utiliser les armes qu'il faut au moment qu'il faut et de la manière qu'il faut pour que ces armes-là soient efficaces. Mais je ne pense pas qu'ils sont inconscients pour détruire le sens de leur vie. Parce que l'école, c'est le sens de leur... Ils ne peuvent pas être ceux qui veulent détruire l'école. Ça, je m'inscris en faux. La majorité, le plus grand nombre de ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui mettent des luttes dures, j'ai appelé ça des luttes dures, parce que c'est souvent à contre-cœur qu'un enseignant
met ses élèves devant une pression comme ça, parce que les élèves aussi sont sous pression, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont d'autres méthodes aujourd'hui pour se faire entendre, surtout par ceux d'en face qui font des petits calculs pour gagner du temps et par finir, qui se font rattraper par ce même temps et qui arrivent maintenant, et ce n'est que sous la pression qu'ils lâchent. Ce n'est que sous le dernier Conseil des ministres qu'on a vu accorder certaines choses qu'on aurait pu accorder il y a bien longtemps pour éviter que la... Je me demande des fois, qu'est-ce qu'on fait dans un ministère pour ne pas traiter des dossiers aussi sensibles pendant plus d'une année entière? Non, moi, je leur apporte, j'allais dire 200%, bien qu'étant à la retraite, tout ce que moi je peux faire pour que cette lutte-là aboutisse, moi je le ferai. Parce que c'est la voie qu'ils indiquent qui est la bonne voie. Et je ne vois pas une voie qu'indique le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Je ne vois pas ce qu'ils font. Alors, on va revenir sur vous. En 37 ans de carrière, est-ce que vous êtes souvenant de ces moments de lutte aussi où finalement vous avez dû brandir, en fait, engager des luttes pour obtenir des acquis? Si, je me souviens que... Est-ce qu'il y a des souvenirs comme cela? Il y a eu des moments où on a dû bloquer les examens. Des examens, des fois qu'on a commencé, et en cours de chemin, on les bloque. On a dû faire ça à des moments très précis à notre corps défendant. Et ça a été des luttes aussi dures. Je ne vais pas dire plus dures que celles-là, mais en tout cas, elles ont été aussi dures. On a eu des grèves qui ont été réprimées. Souvent, on parle des affectations arbitraires, des sanctions plutôt, des brimades. Oui, bon. Est-ce que vous en avez été victime? Mais bien sûr que j'ai été affecté de Bobo à Dori, sous le CNR avec les comités de défense de la Révolution, parce que, justement, en son temps, nous n'étions pas d'accord avec les choix politiques, notamment en matière d'éducation. Il y avait l'appel de Gawa qui avait été lancé par le gouvernement du CNR, qui se voulait une réforme pour améliorer le système éducatif et qui n'était qu'une réforme pour détruire le système éducatif. Et mon syndicat, le SINTER, en son temps... Qui est devenu la F-SINTER maintenant. La F-SINTER aujourd'hui, et nous avons dénoncé. Et nous avons, dans le cadre du Front syndical, fait une déclaration le 28 janvier 1985 que j'ai contribué à partager au lycée Ouézin de Bobo du Lasso. Et pour cela, j'ai été attreint à un jugement des comités de défense de la Révolution et qui, à défaut de m'avoir fait licencier comme mon prédécesseur Touré Drissa a eu à le subir, j'ai été donc averti. J'ai reçu un avertissement écrit des CDR qui m'ont demandé en vain de faire une autocritique pour avoir accusé les CDR d'être à l'origine du licenciement de Touré, alors que même le Conseil des ministres qui a pris la mesure a dit que c'est sur demande des comités de défense de la Révolution. On me dit de faire une autocritique que je n'ai pas accepté de faire. Et j'ai été donc affecté de Bobo à Dori. Et Dori a été choisi dans l'espoir que je subisse le même sort que ceux que je partais remplacer. Quel était ce sort-là? Karim Traoré, Nassé Évariste, qui était là-bas comme professeur de sciences naturelles, de sciences physiques. Moi et mon collègue Nébier, professeur de sciences physiques et de sciences naturelles, nous avons été affectés sur la même liste parce que ces deux professeurs-là ont été battus par les CDR et jetés sur la voie publique à 40 km de Dori, et à Chour, à Bani. Karim avait les côtes cassées. Et bon, on s'est dit que, vu notre intransigeance vis-à-vis des comités de défense de la Révolution, dès qu'on va arriver à Dori, peut-être qu'on ne ferait pas un trimestre. On allait faire votre peau. On allait nous faire la peau. Et franchement, j'ai été très heureux de travailler avec les élèves à Dori. Nous avons été accueillis. J'allais dire protégés par les élèves de Dori, y compris les CDR. Et en tout cas, nous avons fait de bons résultats. Ça, ce sont les meilleurs souvenirs pour vous. Ça, ce qui devrait être, ce qui était comme une sanction finalement. Oui, je n'étais pas pressé de quitter Dori.
Et parce que contrairement à l'idée qui était répandue, Doli était présenté comme un affaire. Moi, j'étais tout à fait heureux. C'est vrai que je suis un Sahélien d'origine, donc ce n'est pas étonnant. Mais moi, j'ai été heureux de travailler avec les élèves. Et encore, je vois de nombreux élèves que j'ai contribué à former à Doli. Et chaque fois que je pars au Sahel, quelle que soit la ville où je pars, je trouve, et malgré le temps, parce que c'est quand même depuis 86, 85, 87 que j'ai quitté Doli, j'en trouve encore des élèves dans tous les milieux qui m'accueillent avec joie, y compris parmi vos collègues. Et vraiment, je ne regrette pas. Alors, toujours sur l'éducation, justement sur la situation sécuritaire avec les enseignants qui payent maintenant un lourd tribut, 5 enseignants qui ont été tués au niveau de Kominyanga. Avant cela, il y a déjà eu le cas de Badini, déjà tué. Comment vous analysez cette situation d'insécurité que vivent les enseignants maintenant? Des écoles qui sont à côté de ces morts, il y a des incendies de domiciles d'enseignants, des écoles incendiées, des menaces contre le corps enseignant. Je trouve que ça, c'est une autre face des difficultés du métier que nous n'avons pas connu parce qu'on n'a pas eu à vivre une telle situation. C'est vrai qu'il y avait les dangers de la route, il y avait les mauvaises routes, mais ça n'a rien à comparer avec ce que les gens subissent aujourd'hui. Mais je pense que c'est encore une fois de plus le gouvernement qui n'assume pas l'entièreté de ses responsabilités parce qu'à défaut de pouvoir trouver une protection à ces enseignants, le gouvernement devrait prendre acte et puis fermer ces écoles dont il n'est pas capable d'assurer la sécurité. Il ne peut pas concevoir un système de protection pour ces enseignants. Pour moi, c'est comme une complicité de leur part de continuer à affecter des enseignants dans des zones... Est-ce que vous n'y allez pas de façon assez forte en parlant de complicité? Mais ils savent très bien qu'ils n'ont pris aucune mesure. J'ai quand même entendu un peu le contexte dans lequel ces 5 enseignants ont été abattus pour avoir été dans un premier temps mis en garde par les terroristes de ne pas continuer à enseigner en français. Et c'est inhumain, c'est ce que ces gens font, mais je pense que notre gouvernement devrait prendre les devants. S'il se sent incapable d'assurer la sécurité dans des zones données, il ne faut pas envoyer les gens en pâture. C'est pourquoi je veux être fort en parlant de complicité. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ces enseignants ne sont pas des militaires. Ils savent que ces enseignants ne sont pas armés pour se défendre contre des gens armés. Ils ne peuvent pas aller les exposer comme ça sans prendre des mesures d'accompagnement. Ces gars ont abattu ces enseignants et ils sont partis, même une mouche ne les a pas piqués. Donc il n'y avait aucune mesure sécuritaire qui était prise, au moins pour que si ils viennent faire des actions comme ça, qu'ils ne puissent pas partir allègrement et que ça puisse se reproduire. Aujourd'hui, est-ce qu'ils auront le courage d'affecter d'autres enseignants dans cette école? Sur 6, les 5 ont été abattus. L'autre, par pur hasard, n'a pas été abattu. Mais non, je pense que si le ministère de l'Éducation travaille, il devrait prendre ses responsabilités à des intellectuels de haut vol qui sont là-bas, là où ils savent qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité des gens, eh bien qu'ils ferment ces écoles-là. Pour moi, ce serait leur responsabilité historique, mais aussi qu'ils ne laissent les gens aller comme ça à la mort certaine, c'est aussi leur responsabilité historique. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, Radio Liberté reçoit Sagado Nakanabo. Il est le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption. On va s'arrêter maintenant sur votre occupation actuelle. Merci. Vous êtes engagé dans la société civile maintenant au niveau du RENLAC. Oui. Vous êtes passé de secrétaire exécutif adjoint à secrétaire exécutif titulaire, si vous voulez, on peut le dire comme cela. Tout à fait. Est-ce que c'était le chemin normal en quelque sorte? C'est un cheminement normal pour vous? Je ne sais pas. Parce que de secrétaire exécutif adjoint, est-ce qu'on préparait déjà Nakanabo à prendre les rênes du RENLAC? Ça, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut rappeler qu'au RENLAC, on n'arrive pas individuellement. C'est après avoir fait un mandat électif au sein du Comité confédéral national de la CETB pendant 25 ans, donc de sa création en 2013, que la CETB m'a proposé pour aller être au RENLAC comme responsable.
Mais c'est qu'auparavant, depuis la création du RENLAC, au sein de la CGTB, j'étais comme un point focal du RENLAC au sein du bureau confédéral. J'étais chargé donc de traiter les dossiers qui arrivaient donc du RENLAC et j'étais chargé de participer aux assemblées générales du RENLAC. Donc c'est en termes de suite logique, je pense que la CGTB me propose là-bas pour être secrétaire exécutif adjoint, ce n'était pas une surprise. Et pour moi, ce n'est pas en tout cas une anomalie si on veut parler de normalité. Maintenant, depuis 6 ans, donc depuis 2013, que j'ai été au secrétariat exécutif adjoint, j'ai accompli le mieux que je le pouvais mes tâches. Et en tout cas, je pense que ce n'est pas, si on veut parler, c'est pas une surprise que je devienne secrétaire exécutif. C'est tout naturellement donc. Je pense que c'est surtout que le secrétaire exécutif, après 6 mois, n'a plus la possibilité de faire. Après 6 ans de mandat. Après 6 ans de mandat, il y a une limitation. De mandat. Il y a la limitation qui le touche et qui fait qu'il ne peut plus être membre, qu'il ne peut plus être dans le bureau, il ne peut plus diriger. Donc j'étais parmi les personnes tout indiquées en tout cas pour le remplacer et j'essaierai, je mettrai tout ce que, comme de par le passé, et toutes mes capacités. Et justement, comment vous prenez un peu cette responsabilité qu'on vous a confiée en tant que premier responsable de cette structure de lutte pour la bonne gouvernance au Burkina Faso? J'ai une responsabilité assez redoutable parce que je sais quand même un peu ce que le RENLAC fait. Je sais que le RENLAC, il porte atteinte à certains intérêts. Donc, ce n'est pas, c'est pas un métier, si on peut appeler ça comme ça, sans risque. De ce côté-là, je suis pleinement conscient. Je sais aussi que c'est un travail qui est très preneur en termes de sollicitation physique, intellectuelle et puis même financière, parce que quand vous travaillez dans le bureau, même pas en tant que premier responsable, parce que ce premier responsable-là, je me dis que ça doit être encore plus difficile, mais en tant qu'adjoint déjà, j'ai vu que c'était déjà très dur. Donc je mesure l'ampleur et la difficulté du travail, mais je suis prêt à essayer. Je pense que les camarades qui m'ont proposé là-bas, qui se sont engagés à me soutenir, qui m'ont encore proposé, parce que quand même j'ai été proposé par plusieurs sources, j'ai été élu à l'unanimité. Donc je pense que c'est tout ça, ça fait que j'ai la pression et je m'efforcerai tant que je le pourrai d'accomplir cette énième tâche au niveau donc de la société civile que mon organisation me confie, en espérant que je vais continuer à remporter des succès. Alors justement, en prenant la tête du RENLAC, comment vous appréciez le terrain de la lutte contre la corruption au Burkina? Quelle est la situation actuelle si vous devez dresser en quelque sorte un tableau de la gouvernance au Faso? En fait, chez nous au Burkina aujourd'hui, la lutte contre la corruption, elle est rendue surtout plus difficile par le politique. Bien que le contexte réglementaire, c'est-à-dire un paquet de lois... L'arsenal juridique, tous les textes, on a les meilleurs textes au Burkina. Très favorables à la lutte contre la corruption, avec des structures comme l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, et qui a quand même des engagements forts, qui a des personnes ressources dont on ne peut pas douter de l'engagement aujourd'hui. Le gouvernement et la justice, j'allais dire, tirent par le bas tout le travail que ces structures-là font. Et je peux dire que la principale difficulté que nous avons vient du fait que l'autorité politique qui, dans le verbe, dit lutter contre la corruption, en réalité ne lutte pas contre la corruption. L'autorité, par les signes qu'on a au niveau de la justice, traque plutôt ceux qui luttent contre la corruption. Et nous avons interpellé en 2018
personnellement le chef de l'État, nous avons trouvé qu'il ne prenait pas suffisamment... Vous étiez en audience justement. Tout à fait. Il ne prenait pas suffisamment ses responsabilités en tant que chef de l'exécutif. Quelqu'un qui s'est engagé en disant que les temps de vol et de corruption sont terminés. Pendant la campagne, il a dit que c'était la tolérance zéro. Tolérance zéro, mais j'allais dire que c'est plutôt intolérance zéro, parce que là, en dehors vraiment des mots, quand on regarde les actes, on peut dire que ce n'est pas un gouvernement anticorruption. Alors, quand vous avez justement rencontré le président du FASE, vous lui avez tenu ses propos, que vous a-t-il répondu? D'abord, il nous a dit qu'il était d'accord avec notre analyse et qu'il était sensible à nos critiques et que même il était prêt à nous associer dans certaines actions. Il a parlé des séminaires gouvernementaux, mais il voulait surtout que nous comprenions que lui, il a les mains liées, c'est tout ce qu'il peut faire qu'il fait, il ne peut pas faire plus. C'est-à-dire, quand il dit qu'il a les mains liées, il dit que voilà, que dès que lui est arrivé, il a voulu sanctionner, les gens ont dit non, avec l'état de droit, il y a des procédures qu'il faut faire, avec les conseils de discipline, il y a des procédures qu'il faut faire. Donc finalement, il s'est rendu compte que, bon, quand on veut faire ça, il y a la loi qui dit de ne pas faire ainsi. Il a semblé vraiment dire qu'avec l'état de droit, on ne peut pas lutter contre la corruption. Est-ce que c'est incompatible, la lutte contre la corruption et l'état de droit? Nous lui avons dit que ce n'était pas vrai de se considérer comme impuissant, parce qu'il a quand même des prérogatives en tant que chef de l'État. Il ne peut pas nommer à ses côtés des gens dont l'honorabilité est mise en doute. Vous faites allusion à son directeur de cabinet? Tout à fait. Seydou Zagré, ancien maire de Koudougou. Oui, celui-là, il aurait dû au moins, pour se faire un peu clean, de mettre en doute sa présence au sein de son cabinet. Et il y a bien d'autres, parce que quelques semaines avant qu'on ait cette visite-là, il y a eu l'écho dans la presse comme quoi il y a des gens qui sont dans ces services et qui monnaient les audiences présidentielles. Mais tout ça, il n'a pas pu. Il a parlé des nominations des directeurs. Il dit que voilà, que vous engagez une procédure, vous voyez, vous appelez à candidature, les gens viennent, ils se positionnent, le dossier est tout à fait clean. Dès que vous le nommez, les gens sortent. On fait sortir des casseroles de l'intéressé. Maintenant, vous avez déjà fait un contrat avec lui. Si vous devez annuler le contrat, ça vous coûte... il y a des dommages à payer. Et bon, ainsi de suite. Et que plusieurs personnes que vous voyez, et selon lui, plusieurs personnes que vous voyez, vous croyez qu'ils sont propres, lorsque vous les mettez quelque part, on vous apprend que... On fait sortir ces dossiers. Voilà, ce n'est pas du tout le cas. Ça fait que lui, il a montré qu'il était vraiment désemparé devant une telle situation. Donc c'était un aveu d'impuissance. Un aveu d'impuissance. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? On a eu l'impression de quelqu'un qui s'est trompé, qui était là, en tout cas, qui ne croyait pas qu'il allait avoir affaire à de pareilles difficultés et qui, devant ces difficultés-là, il y a eu un jet d'éponge et il laisse faire, il n'est pas prêt à changer la situation, et pourvu que son mandat court à son terme. Et on ne sait pas exactement en tout cas ce qu'il va proposer encore, mais en tout cas il nous a pas rassurés du tout, et on n'a pas manqué de faire une conférence de presse pour dire que en tout cas, sorti dessus. On est déçu, et s'il ne change pas son fusil d'épaule pour le temps qui lui restait, nous ne pensons pas qu'il va avoir en tout cas quelque chose dans son résultat, en tout cas en matière de lutte contre la corruption. Et pourtant, la loi anticorruption est là, qui donne j'allais dire pas des facilités, mais en tout cas des armes pour combattre la corruption. L'ASE est là, toute disposée. Nous sommes là, tout disposés. La presse est là. Et vraiment, moi, je ne sais pas si avant lui, il y a un gouvernement qui a bénéficié d'un environnement aussi avantageux pour lutter contre la corruption et qui ne l'a pas mis à profit. Moi, en tout cas, je suis
Bon, peut-être aussi que c'est dans son tempérament naturel, mais en tout cas, il n'est pas offensif contre la corruption. Nous avons d'ailleurs fait une petite boutade en lui disant que quand on le voit, on voit qu'il est engagé pour le faso d'Anfani. S'il s'engageait de la même manière pour la lutte contre la corruption, nous sommes certains qu'il allait récolter des résultats. Mais depuis là, un an maintenant passé, nous n'avons pas vu de changement. Et sur sa disposition, sa disponibilité à vous associer à certaines activités, est-ce que c'est effectivement là qui a été associé à certaines activités? Vous avez cité les séminaires gouvernementaux, justement. En tout cas, nous n'avons pas eu de proposition. Nous n'avons pas non plus demandé, parce que bon, c'était pas notre initiative. Mais en tout cas, si on nous avait sollicité, je pense qu'on allait trouver les voies et moyens, en tout cas pour apporter notre contribution. Parce que chaque année que Dieu fait, nous faisons beaucoup de travail pour essayer de pousser la mise en œuvre de la loi anticorruption, mais il y a des fortes résistances. Et justement, à propos de cette loi anticorruption, à son adoption en 2015, tout le Burkina, même la communauté internationale, les organismes internationaux ont salué que le Burkina faisait figure de pionnier en votant cette loi anticorruption. Aujourd'hui, quel est l'état de l'application? Où nous en sommes avec l'application de cette loi anticorruption? Parce qu'on ne voit pas les effets. Tout à fait. Nous qui avons essayé d'investiguer dans les milieux judiciaires, nous savons qu'il y a dans ces milieux judiciaires, il y a des fortes résistances, sinon même opposition à cette loi-là. Et il y en a qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Ça fait que cette loi est même d'une certaine manière en train d'être vidée, parce qu'il y a un certain nombre de dispositions de cette loi qui ont été abrogées et qui ont été en fait transférées au code pénal. Mais nous savons que c'est un transfert qui ne favorise pas du tout l'application de la loi. Parce que cette loi, si on disait qu'elle était révolutionnaire, c'est parce qu'elle n'était pas habituelle pour les gens qui ont fait les cours de droit à l'ENAM, qu'une loi puisse en même temps prévoir ces infractions, la procédure, la répression, tout ce qui est... C'est une loi complète. Alors qu'habituellement, dans ce qu'on enseigne dans ces écoles-là, il y a la procédure à part, ensuite il y a les incriminations. Bon, et cette loi-là était comme un défi pour ceux qui étaient défenseurs de ce droit français-là. Et je pense qu'actuellement, ils mettent beaucoup de coups de franche pour voir cette loi-là vraiment, j'allais dire, débarrassée de son piquant. Et bon, s'ils peuvent la contourner pour évoquer d'autres lois, parce que le juge aussi a une certaine souveraineté. Bon, en tout cas, nous avons constaté qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se référer à cette loi-là. Donc le constat est que la loi n'est pas appliquée. La loi n'est pas vraiment... Si je dis qu'elle n'est pas du tout appliquée, ce serait très fort, mais vraiment son application est nettement insuffisante par rapport aux possibilités qui sont offertes. Et par rapport aux facilités d'application, par rapport aux autres lois, nous avons vu effectivement des cas d'application qui ont produit des résultats. Parce que si vous appliquez cette loi, tout est prévu dedans. C'est plus simple. Alors, il y a la question de la déclaration des biens, justement, des autorités, de certains responsables, parce que les regards sont plus fixés sur les membres du gouvernement. Sur cette question aussi, c'est aussi le RENLAC a fait plusieurs sorties où on a noté des déclarations incomplètes. C'est aussi un aspect de la loi qui est vraiment en cause, puisqu'il y a certains, en voyant la question du délit d'apparence en bout de chaîne, qui ont peur de faire les déclarations comme il se faut, comme il se doit, et de telle sorte que ces déclarations-là, à la limite, déçoivent les Burkinabés. Mais pour nous, ça ne nous déçoit pas, parce que la procédure est bien faite. Si vous faites une fausse déclaration, c'est à votre détriment en réalité. Mais aujourd'hui, personne n'a été sanctionné. Pour le cas des députés, par exemple, la loi prévoit des retenues sur les émoluments, des déclarations qui sont faites généralement par la majorité des députés en retard.
alors que les textes prévoient un certain délai dès la prise de fonction. Comment vous expliquez un peu toute cette lenteur, le fait qu'il n'y a pas de sanctions alors que manifestement il y a des infractions à quelque part? Oui, ça c'est au niveau de notre appareil judiciaire qui est vraiment mal en point que certaines choses ne sont pas effectives. Mais c'est vrai que quand vous avez des hommes chargés d'appliquer une loi qu'ils ne veulent pas appliquer, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Mais malgré tout, nous pensons qu'on avance. Et on pourra avancer parce que, quelle que soit la déclaration, si elle est faite, c'est un pas. Et l'intéressé ne pourra plus jamais dire qu'il n'a pas fait cette déclaration-là. S'il a des biens qu'il n'a pas déclarés, c'est très bien. Et là, certains ont demandé s'il y avait un terme qui faisait qu'une déclaration mal faite tombait sous le coup de la péremption. Non, nous pensons qu'il faut toujours persévérer. Et c'est vrai qu'il y a des insuffisances parce que l'autorité supérieure de contrôle de l'État n'a pas toutes les ressources humaines et financières pour exercer, parce que c'est elle qui est principalement chargée de la mise en œuvre de cette loi-là. Et même là, l'institution aussi se réforme avec lenteur. Avec lenteur, puisqu'il y en a... Parce qu'il y a toute une réforme qui est prévue. Tout à fait. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Il y a comme une certaine adversité entre l'appareil judiciaire et l'autorité supérieure de contrôle de l'État, parce que certains milieux judiciaires pensent qu'on donne trop d'autorité à cette autorité-là, à leur détriment. Alors que c'est précisément parce que cette autorité judiciaire n'a pas joué son rôle que cette loi-là s'est rendue nécessaire. Donc, logiquement, il devrait faire profil bas pour permettre à cette autorité-là d'exercer pleinement. Alors que cette autorité a une obligation de recours à l'appareil judiciaire après avoir traité les dossiers. Mais j'ai l'impression, et je suis pas, je pèse bien mes mots, j'ai l'impression que lorsqu'ils font le travail et ils le remettent à la justice, les gens trouvent tous les prétextes, soit pour escamoter ce travail, et en tout cas, ils trouvent des failles pour montrer que ce travail est mal fait et le remettre en cause. Et comme notre droit, à l'instar du droit français, dit que la forme tient le fond en l'état, bon, c'est toujours très facile de trouver une forme qui va permettre de remettre le fond en cause et donc de rejeter. Et tout le monde a suivi ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature pour des faits, j'allais dire presque de flagrant délit, on en arrive à tout abandonner. Les travaux de la commission du conseil de discipline. On a tout jeté, on a jeté le bébé. Finalement, on reprend à zéro. Avec l'eau du bain. En fait, même on ne reprend pas à zéro, on ne fait rien. Parce que nous avons suivi toutes les arcanes du système, nous avons essayé de savoir. Mais comment on peut rattraper cette situation? Nous n'avons pas trouvé une réponse jusqu'à présent. Bien sûr que nous n'avons pas abandonné, parce que la dernière fois, le 13 décembre passé, nous avons signé une convention avec le ministère de la Justice, justement pour favoriser nos entrées dans le système judiciaire en vue de mieux suivre l'application de cette loi. Et bon, et ça, il faut rendre honneur à Bagoro, il a signé cette convention qui, normalement, nous ouvre les portes pour le contrôle de la mise en œuvre de la loi anticorruption. Donc, normalement, si un magistrat fait de l'opposition maintenant, ça veut dire que c'est vraiment ça, c'est lui qui s'engage personnellement contre la mise en œuvre de la loi. Sinon, le ministère a donné son feu vert pour que les RENLAC et l'ASE puissent suivre et favoriser donc la mise en œuvre de la loi anticorruption. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le secrétaire exécutif du RENLAC, Sarado Nakanabo, est notre invité. Alors, sur le terrain de la lutte contre la corruption, aujourd'hui, pour vous, quels sont les dossiers emblématiques sur le chantier de la lutte contre la corruption que vous avez? On a déjà évoqué la situation des déclarations de biens, le cas des magistrats épinglés qui finalement, on a décidé de mettre tout ça, de jeter tout ça, de mettre tout ça, ça fait du travail gratuit.
Est-ce qu'il y a d'autres dossiers comme cela au niveau du RELA que vous suivez particulièrement? Oui, nous suivons le dossier Ousmane Guiro, le dossier Canis. L'ancien directeur général des douanes. Voilà. Canis qui est un opérateur économique. Oui. Finalement, il y a eu l'ordonnance au niveau de la Cour d'appel qui décide de remettre Canis dans le dossier. Absolument. Et bon, ça nous a un peu encouragés parce que en juillet 2018, nous avons reçu comme une douche froide quand on a vu le non-lieu. Partiel. Le non-lieu partiel du juge d'instruction. Oui, ce non-lieu était aussi assorti d'un rejet de notre constitution de partie civile. Et nous avons constaté, depuis 2016, que nous tentons donc, dans les affaires de corruption, de nous constituer partie civile. Aucune de nos constitutions n'a prospéré jusqu'à présent. Et nous avons fait plus de la dizaine de constitutions partie civile. Et chaque fois, les juges trouvaient un moyen pour remettre en cause notre constitution de partie civile. Et ça fait que, en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est un défi. Et nous cherchons les voies et moyens pour que la loi qui prévoit que les associations de lutte contre la corruption peuvent se constituer partie civile dans un dossier judiciaire de lutte, de corruption, que ça soit effectif, qu'il y ait une jurisprudence dedans et que au moins une fois, on puisse reconnaître que ces associations-là peuvent non seulement rester en justice, mais aussi peuvent se constituer partie civile. Ça, c'est en tout cas un des défis que nous avons actuellement. Et nous avons engagé en tout cas, je ne vais pas dire du lobbying, mais en tout cas un certain plaidoyer pour essayer de voir si c'est le fait que certaines dispositions de la loi anticorruption ont été reversées dans le code pénal et qu'il semble avoir des vides juridiques pour les lois, pour les dispositions et les articles qui sont restés, si c'est cela qui permet aux juges de ne pas admettre ces constitutions-là, ou bien si c'est nous-mêmes qui n'avons pas assez de compétences. Pourtant, en tout cas, nos juristes et les avocats qui nous soutiennent mettent un point d'honneur pour préparer dans la forme, puisque la forme tient le fond à l'État, ces constitutions de ces dossiers de constitution de partie civile. Nous avons même dernièrement fait constitution de partie civile à Diapara. Et vous savez comment ça peut être exigeant d'aller jusqu'à Diapara, constituer un dossier, le déposer. Mais, en tout cas, nous n'épargnons aucun côté de notre investigation pour pouvoir réussir. Parce que dans l'affaire Canis, on nous a été rétorqué que, comme l'État voulait garder certaines prérogatives, notamment de pouvoir transiger sur ce dossier, il n'était pas opportun pour lui de retenir notre constitution de partie civile. Donc, par là, nous retenons que ce n'est pas notre technicité qui est en cause, mais c'est d'autres intérêts qui sont en cause. Bon, ça nous rassure un peu, mais ça ne nous satisfait pas de constater que jusqu'à présent, même dans le cas du maire comment s'appelle le maire à côté de Tita, là, j'ai oublié le nom de la ville, il y a le maire qui a été sanctionné, Névier Dieudonné, là, qui a été reconnu coupable de faits de corruption, qui a été sanctionné. Dans le maire, dans le Sanguier. Voilà, Pouni. Le maire de Pouni. Voilà, le nom me revient. Ce maire, donc, nous sommes constitués partie civile. Et pour tous les autres aspects, nous sommes satisfaits du jugement qui a été rendu, mais malheureusement, la constitution de partie civile a été rejetée. N'a pas été retenue. Donc c'est un défi au niveau de la structure. En tout cas, c'est un défi. Alors, quel est votre commentaire sur ces procédures qu'on annonce, le procès de délit d'apparence initié contre le ministre actuel des Infrastructures, Éric Bougma, et l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda? Comment vous suivez ce dossier? Quelle est votre appréciation? En tout cas, nous avons bataillé auprès de l'autorité supérieure de contrôle de l'État pour que ces dossiers-là soient engagés.
Parce que ça ressemble comme à un flagrant délit que le ministre de la Défense, l'ancien maintenant, voilà, qui avait déclaré ses biens, n'est pas soufflé un mot sur cette maison. Voilà, sur ce monument, et que, bon, brusquement comme ça sort comme un champion qui pousse après la pluie, alors que quand on regarde ses revenus, en tout cas, rien ne laissait présager qu'il peut faire une telle réalisation. Donc, en tout cas, ça nous donne aussi un peu d'espoir de penser que nous ne sommes pas les seuls à avoir un souci d'application, parce que c'est une application de la loi anticorruption et le délit d'apparence. Et Dieu seul sait, si on va faire vraiment une application judiciaire de ces délits d'apparence-là, combien de Burkinabés aujourd'hui peuvent se voir attrait en justice. Donc, ce sont des premiers pas qu'il faut encourager. Et nous mettrons, en tout cas, tout ce que nous pouvons faire pour que ces dossiers-là puissent avancer, pas dans le sens de sanctionner quelqu'un, mais dans le sens d'appliquer une loi qui est une loi de la République. Alors, quel est votre commentaire aussi sur cette opération de contrôle de l'authenticité des diplômes des fonctionnaires en activité annoncée par le ministère en charge de la fonction publique, une opération qui est censée débuter dans ce mois de mai? Nous avons salué à notre Assemblée générale, qui s'est tenue les 25 et 26 avril, nous avons salué cette décision-là. Et nous sommes, en tout cas, nous avons déclaré notre disponibilité, en tout cas, à appuyer le gouvernement si d'aventure il avait besoin donc de notre appui. Nous avons dit que c'est une bonne chose. Mais nous avons aussi dit que si on veut lutter efficacement contre les diplômes falsifiés, il faut vraiment amoindrir les recrutements sur mesure nouvelle, parce que les recrutements sur mesure nouvelle sont des recrutements essentiellement basés sur les diplômes. Et si ces diplômes sont faux, si vous vous appuyez sur du faux, évidemment, vous favorisez que ces mesures-là, enfin, ces faux diplômes-là. Nous avons aussi dit qu'entre-temps, le gouvernement avait fait étalage d'un certain nombre de fonctionnaires fictifs, mais après, on n'a pas eu la suite. Tout ça, mis ensemble, il devrait avancer vraiment résolument. Et ça, c'est le rôle de l'exécutif, effectivement, de faire cela. Et s'il y a des gens qui ont des faux diplômes et qui ne sont pas passés par les mesures nouvelles, ça remet en cause le système de recrutement. Parce que, normalement, quelqu'un qui a un faux diplôme, s'il compétit avec quelqu'un qui a un vrai diplôme, normalement, c'est celui qui a le faux diplôme qui doit échouer. Donc, si des gens à faux diplôme sont passés par les mailles de filet, ça veut dire que notre système de recrutement aussi est à revoir. Alors, un mot sur la situation sécuritaire, des incidents sécuritaires qui ont été signalés cette semaine dans plusieurs localités, dans différentes régions, le Sahel, la boucle du Monde, l'Est. Grosso modo, sur cette situation d'insécurité, quelle est votre analyse sur cette situation que vit le Burkina? Situation assez pénible, mais en réalité, ce que nous avons souvent dit, c'est que les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas réussir la lutte contre le terrorisme sans la collaboration des populations. Et ces forces de défense et de sécurité sont en train de se mettre à dos une bonne frange de ces populations-là. C'est dommage, hein? Mais certains disent des choses, mais ils n'y croient pas. Sinon, le fait qu'on ait réprimé à tort des innocents n'a fait que braquer certaines populations, n'a fait que effriter la confiance que certaines populations devaient avoir vis-à-vis des FDS pour leur apporter leur collaboration. Donc c'est vraiment une situation très pénible et j'allais dire très dangereuse qui est en train de se développer parce qu'actuellement les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Et ils sont terrorisés par les terroristes et ils sont terrorisés par les forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est une impasse qu'il faut lever. Il faut que nos forces de défense et de sécurité et le gouvernement s'emploient pour reconquérir la confiance des populations, parce que sans ces populations,
on ne peut pas réussir la lutte contre le terrorisme. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Le secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, qui était notre invité. Sagado Nakanabo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Radio Liberté pour cette invitation qui nous permet en tout cas d'avancer dans notre travail de sensibilisation. Mariette Kokwara était à la technique devant ce micro. Atiana Serge Joulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine avec un nouvel invité. En attendant, le programme de La Voix citoyenne se poursuivre.